Bonjour, nous allons traiter sur cette série de vidéos de la partie peut-être la plus intéressante en électrophysiologie, mais aussi celle qui est la moins facile d'accès au moins au départ, à savoir les tachycardies supraventriculaires. Il y a plein de choses à dire, et le faire en une seule vidéo, ça me semblait être un trop gros challenge, et donc j'ai décidé de séparer ce que j'avais à dire en plusieurs parties, et la première partie, elle va uniquement porter sur l'exploration de base normale dans le cadre d'une tachycardie supraventriculaire. Pour comprendre l'intérêt de l'exploration électrophysiologique, un rappel sur un schéma des différentes voies de conduction électrique intracardiaque. Cet examen, il explore en premier lieu la conduction électrique entre les oreillettes et le ventricule. Je vous rappelle donc que la jonction atrioventriculaire des deux côtés, elle est normalement complètement imperméable à la conduction électrique et que le seul passage possible de l'influx électrique des oreillettes vers le ventricule, il ne peut se faire que via le nœud auriculo-ventriculaire. Cette affirmation, elle est également valable dans l'autre sens, c'est-à-dire des ventricules vers les oreillettes. Le seul passage possible, il est via le nœud auriculo-ventriculaire, et cette conduction, on l'appelle la conduction rétrograde. Le tout premier objectif de l'exploration, c'est donc de vérifier, d'être certain que l'influx électrique, il ne peut passer que par le nœud auriculo-ventriculaire, et ceci dans les deux sens. Parce qu'un passage ailleurs que dans le nœud auriculo-ventriculaire, il signifierait probablement la présence d'une voie accessoire. Un des autres éléments qu'on vérifie, c'est la conduction décrémentielle par le nœud auriculo-ventriculaire. Je rappelle en effet que le rôle de ce nœud, c'est de protéger le ventricule d'un influx atrial rapide et que donc le ventricule ne soit pas stimulé trop rapidement. Pour ce faire, le nœud auriculo-ventriculaire conduit l'activité électrique lentement, mais surtout, il la conduit de plus en plus lentement au fur et à mesure que l'oreillette va vite. Donc les exemples ici, par exemple, quand l'oreillette va à 600 millisecondes, on voit que l'espace PR il est à 175 millisecondes. Quand l'oreillette va à 500 millisecondes, l'espace PR s'allonge et passe à 200 millisecondes. Quand il est à 450 millisecondes, l'espace PR s'allonge encore plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, cette propriété, ça s'appelle la conduction décrémentielle. Et ce caractère décrémentiel, il est propre au nœud auriculo-ventriculaire et ça le différencie notamment des voies accessoires de type faisceau de Kent qui, elles, ne sont pas décrémentielles. Et donc cette conduction décrémentielle, elle va résulter en un allongement de l'espace PR de plus en plus important au fur et à mesure que la fréquence atriale augmente jusqu'au point, jusqu'à une certaine fréquence atriale où la conduction ne peut plus se faire en 1 pour 1 c'est-à-dire une oreillette pour un ventricule. Regardez, cette oreillette-là donne ce ventricule-là, cette oreillette-là donne ce ventricule-là, cette oreillette-là donne ce ventricule-là. On arrive à une certaine fréquence où la conduction, elle se fait en 2 pour 1, c'est-à-dire deux oreillettes pour un ventricule. Cette oreillette-là ne conduit pas, celle-ci donne ce ventricule. Cette oreillette-là ne conduit pas, celle-ci donne ce ventricule. Donc cette fréquence exacte à partir de laquelle la conduction elle ne peut plus se faire en 1 pour 1 mais en 2 pour 1, ça s'appelle le point de Wenckebach. Et ce point de Wenckebach, il s'exprime en battements par minute, ce qui est quasiment le seul élément qu'on exprimera en battements par minute et non en millisecondes. Et la recherche du point de Wenckebach, elle fera partie des objectifs de base d'une exploration électrophysiologique. Enfin, le dernier point de théorie, c'est que toutes ces structures de conduction électrique, elles ont des périodes réfractaires. Par définition, les cellules de ces structures à conduction électrique, elles sont traversées par des potentiels d'action, dont je vous laisse un schéma ici qui va vous rappeler des souvenirs de cours de physique avec les différentes phases de dépolarisation, repolarisation lente puis repolarisation rapide. Et donc, pendant une grande partie de ce potentiel d'action, globalement de la phase 0 à la fin de la phase 3, la cellule, elle n'est pas excitable, quel que soit le stimulus qu'on peut mettre ici, ici ou ici, on ne pourra pas avoir d'activité électrique et on dit qu'elle est donc réfractaire. Nous, cliniquement, ce qui nous intéresse, c'est la période réfractaire effective, ou PRE, et la PRE, c'est la durée la plus longue entre deux stimuli sans déclencher d'activité électrique. Donc si ici par exemple on dit que on ne peut déclencher d'activité électrique qu'à partir d'ici, la PRE, c'est toute cette phase-là. On va passer maintenant à des choses un peu plus pratiques. Pour une exploration de tachycardie, classiquement, il faut utiliser les 4 cathéters de base, à savoir l'oreillette droite haute, le IS, le sinus coronaire et le ventricule droit. Mais en pratique et dans la vie de tous les jours, on n'utilise quasiment jamais les 4. En fait, 3 cathéters suffisent en enlevant celui de l'oreillette droite haute.
L'autre chose, c'est que la conduction électrique intracardiaque, et notamment les périodes réfractaires, dépendent énormément du système nerveux autonome. Or, l'idée, c'est de réaliser l'exploration en conditions réelles, donc on évitera l'anesthésie générale, et de temps à autre, on utilisera l'isoprénaline pour mimer un stress physiologique. Donc voici le plan de l'exploration. On va étudier aussi bien la conduction antérograde que la conduction rétrograde, les différentes périodes réfractaires, et je vais vous expliquer une par une les différentes étapes de cette exploration. La première chose à faire, c'est des mesures simples des temps de conduction en rythme sinusal. Je vous rappelle donc les signaux, un signal uniquement atrial sur le cathéter de l'oreille droite haute, un signal atrial ischien et ventriculaire sur le cathéter du IS, un signal atrial gauche et ventriculaire gauche sur les différents cathéters du sinus coronaire, et un signal ventriculaire simplement sur le cathéter du ventricule droit. Donc on mesure dans un premier temps l'espace AH qui correspond à la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire, ici à 84 millisecondes, puis l'espace HV qui correspond à la conduction infranodale, ici à 41 millisecondes. La deuxième étape, c'est la détermination du point de Wenckebach antérograde. Pour cela, il faut stimuler l'oreillette de plus en plus rapidement. Dans cet exemple, on stimule l'oreillette sur le cathéter de l'oreillette droite haute, ici, mais je vous ai dit tout à l'heure que ce cathéter était loin d'être indispensable, et dans ce cas-là, si on n'a pas ce cathéter, on peut également stimuler sur un des dipôles du sinus coronaire, ce qui permettra une stimulation de l'oreillette aussi, ce qui permet donc de réaliser cette manœuvre. Donc il faut stimuler en continu de plus en plus rapidement l'oreillette. Ici on commence à un cycle à 600 millisecondes et on mesure l'espace AH au départ qui est à 84 millisecondes et on accélère cette fréquence de stimulation de 10 millisecondes en 10 millisecondes, donc à 590 millisecondes, puis à 580 millisecondes, ainsi de suite. Je vous passe toutes les étapes intermédiaires. On saute directement à 340 millisecondes et vous voyez qu'ici on a encore une conduction en une oreillette pour un ventricule, une oreillette pour un ventricule, avec un espace PR qui est franchement allongé, un AH qui s'est franchement allongé, qui est aussi à 106 millisecondes, et donc la conduction elle est bien décrémentielle, elle s'allonge en accélérant le rythme atrial, et en accélérant juste de 10 millisecondes de plus, de 340 à 330 millisecondes, on voit qu'on passe de une oreillette pour un ventricule à une oreillette qui ne conduit pas, puis une oreillette un ventricule, une oreillette qui ne conduit pas, puis une oreillette un ventricule, et donc on passe d'un point de 1 pour 1 à un point de 2 pour 1, et donc le point de Wenckebach il est ici, et il correspond à 60 000 sur 330 millisecondes, ce qui correspond à une fréquence de 181 par minute, et donc le point de Wenckebach antérograde, il est à 181 par minute. L'autre élément intéressant à regarder ici, c'est qu'au moment du bloc, ici ou ici, on a sur le cathéter du IS un signal atrial mais pas de signal ischien, et donc le bloc se fait bien dans le nœud auriculo-ventriculaire et pas en dessous du nœud auriculo-ventriculaire, ce qui est complètement normal. Un petit aparté pratico-pratique, quand on débute, cette manœuvre semble très compliquée parce que tout va très vite et qu'il y a beaucoup d'informations qui défilent en très peu de temps. Donc je vous mets ici en conditions réelles avec une vidéo qui tourne en boucle. Ce qui change tout pour commencer, c'est de savoir avant tout où regarder. Pour déterminer le point de Wenckebach antérograde, le cathéter de l'oreille droite haute, du sinus et du ventricule droit n'avance en rien. En pratique, il suffit uniquement de se concentrer sur l'ECG de surface et de chercher le moment où il manque un ventricule. Et en fait, ce moment-là, ça correspondra au point de Wenckebach. Donc je vais vous remettre cette vidéo au ralenti, je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur V1 et vous verrez que le point de Wenckebach vous apparaîtra plus facilement. Pour simplifier les choses, je vous conseille également de diminuer la vitesse de défilement, de la mettre à 50 ou 100 mm/s, ce qui permettra de voir plus facilement le moment où il manquera un QRS sur l'ECG de surface. Je vous laisse regarder,
ça défile, et là, il manque un QRS. Deuxième étape, la détermination de la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire. Pour ce faire, on doit encore stimuler sur l'oreillette, donc encore une fois, soit sur le caté de l'oreille droite haute, soit sur un des dipôles du sinus coronaire, mais cette fois-ci, on stimule de manière discontinue. La stimulation, elle comporte un certain nombre de battements à fréquence fixe, généralement entre 6 et 8 battements, qu'on appelle un train de stimulation, ou S1. Donc ici, le train de stimulation, il est à 600 millisecondes, donc S1, S1, S1. Et à la fin de chaque train de stimulation, on rajoute un extra stimuli qu'on appelle S2, et cet extra stimuli est de plus en plus précoce, donc un S2 à 450 millisecondes, puis à 440, puis à 430, jusqu'au moment où il ne conduit plus au ventricule, et ce moment-là, ça sera la période réfractaire effective du nœud auriculo-ventriculaire. On se retrouve ici sur la baie, et pareil que pour le Wenckebach, ici, vous n'avez pas besoin de regarder ni le cathéter de l'oreille droite haute, ni ceux du sinus coronaire, ni celui du ventricule droit, mais concentrez-vous uniquement sur le CG de surface et le cathéter du IS, regardez que ça. Donc ici, on stimule à un train de stimulation fixe, 600 millisecondes, 600 millisecondes, et à la fin de ce train de stimulation, on délivre un extra-stimulus, qu'on appelle S2, un petit peu plus précoce, à 450 millisecondes, et on vérifie que cet extrastimulus atrial conduit bien vers le ventricule, ce qui est le cas ici, et donc ensuite on mesure le AH qui est à 82 millisecondes. On arrête un petit peu la stimulation, et à la suite, on restimule avec le même train de stimulation, mais avec un extrastimulus un tout petit peu plus précoce, 440 millisecondes. On mesure encore une fois le AH si la stimulation conduit vers le ventricule. Ici, il est à peu près pareil. Et on baisse progressivement cet extrastimulus de 10 en 10. Encore une fois, je vous passe les étapes intermédiaires. Et au fur et à mesure, on va avoir une conduction par le nœud qui va être de plus en plus longue, avec un AH qui s'allonge, ici à 104 millisecondes, mais même pour un extrastimulus à 340 millisecondes, on a encore une conduction qui se fait des oreillettes vers le ventricule. Pour une extra-stimulation à 330 millisecondes, on voit ici le spike de stimulation, on voit que cette extra-stimulation, elle capture effectivement l'oreillette avec une onde P ici, un signal atrial ici sur le cathéter du IS, mais aussi sur les cathéters du sinus, ici, ici, ici. Mais à la suite de ce signal, il n'y a pas de QRS, il n'y a pas de signal du IS non plus, hein, ici il n'y en a pas, et pas de signal ventriculaire. Le signal électrique, il bloque donc entre l'oreillette et le IS, et donc ce signal électrique, il bloque au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, ce 330 millisecondes, ça correspond à la période réfractaire effective du nœud auriculo-ventriculaire. Remarque extrêmement importante ici, on a trouvé les mêmes chiffres pour le point de Wenckebach et la période réfractaire, ce qui est un pur hasard. Il n'y a pas de lien entre ces deux valeurs, et ces deux valeurs sont en pratique rarement les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer hein, avec des extrastimuli encore plus précoces. Donc par exemple ici, on continue avec notre cycle de base à 600 millisecondes et on délivre un extrastimulus à 210 millisecondes. Évidemment, cet extrastimulus ne peut pas être transmis jusqu'au ventricule parce que la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire, on a dit qu'elle était à 330 millisecondes, et donc là on est plus court que cette période réfractaire, et donc cette stimulation-là ne peut pas accéder au nœud auriculo-ventriculaire. Par contre, on remarque que cet extra-stimulus, bah, il capture encore l'oreillette. On voit une activité ici qui correspond à une onde P. Vous voyez que la fin du QRS est différente, ça c'est une onde P, et une activité atriale sur le canal du IS, le canal du sinus, ici, tout ça c'est une activité atriale. Par contre, à 200 millisecondes, on voit que cet extra-stimulus ne capture plus l'oreillette. Vous ne voyez plus la petite onde P que vous voyez tout à l'heure, vous ne voyez plus d'activité atriale, et donc 200 millisecondes, ça correspond à la période réfractaire de l'oreillette. Cette période réfractaire, habituellement on ne la cherche pas, mais je vous ferai remarquer que si l'oreillette bloquait avant le nœud, par exemple si ici la période réfractaire de l'oreillette elle était à 400 millisecondes et pas à 200 millisecondes, c'est-à-dire que pour un extra-stimulus à 400 millisecondes, on ne pourrait plus capturer l'oreillette. Bah à ce moment-là, si on ne peut pas capturer l'oreillette, on ne peut pas savoir si l'influx électrique il peut traverser le nœud auriculo-ventriculaire non plus. Et donc si la période réfractaire de l'oreillette elle est plus haute que la période réfractaire du nœud, bah, par définition, la période réfractaire du nœud, on ne peut pas la déterminer.
Là, on a fait le tour de la conduction antérograde et on va donc s'intéresser maintenant à la conduction rétrograde, à savoir le passage de l'influx électrique des ventricules vers les oreillettes. Et avant tout, il faut s'assurer qu'il y en a une de conduction rétrograde, parce qu'en effet, chez certains patients, et de manière complètement physiologique, il n'y a pas de conduction rétrograde. C'est le cas par exemple ici. On stimule sur le cathéter du ventricule droit avec un spike ici, 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 et une bonne capture avec des QRS stimulés après chaque spike. Et vous remarquerez, par exemple sur le cathéter de l'oreille droite, que l'activité atriale, elle est complètement dissociée de ce qui se passe au niveau ventriculaire. Vous voyez ici, avec une fréquence qui est complètement différente de la fréquence ventriculaire, et donc il n'y a pas de conduction rétrograde. Et l'absence de conduction rétrograde, c'est une information majeure parce qu'elle exclut toutes les causes de tachycardie qui nécessitent une remontée de l'influx électrique des ventricules vers les oreillettes. Il faut malgré tout garder en tête que chez certains patients, il n'y a pas de conduction rétrograde à l'état de base, mais ils récupèrent une conduction rétrograde après injection d'isoprénaline. Malgré tout, on retrouve souvent une conduction rétrograde chez les patients qu'on explore pour une tachycardie supraventriculaire. Par exemple ici, vous voyez, après chaque spike ventriculaire, vous voyez des QRS stimulés, et après chaque QRS stimulé, vous avez une activité atriale qui est à la même fréquence, au même cycle que l'activité ventriculaire, et donc on a bien une conduction rétrograde. Et c'est ici, chez les patients qui ont une conduction rétrograde, que tous les cathéters vont prendre leur utilité et qu'il faudra tout regarder. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on a stimulé sur le cathéter du ventricule droit, de voir par où remonte l'influx électrique. Donc ce qu'il faut faire, c'est de regarder où est-ce qu'on détecte une activité atriale en tout premier. Donc sur tous les cathéters, là où on détecte avant tous les autres une activité atriale, c'est sur le cathéter du IS, donc ici. Donc l'influx électrique il remonte au début par là, et ensuite il chemine vers le sinus proximal, puis moyen, puis distal, donc ici, puis ici, puis ici, et donc en pratique, l'influx électrique, il chemine à partir du centre du cœur vers les côtés du cœur. Et ce type de remontée, on appelle ça une conduction rétrograde concentrique, du centre vers les côtés, et on l'oppose à la conduction rétrograde excentrique, quand l'influx électrique, il remonte d'un côté du cœur vers le centre, ce qui est par exemple le cas dans les voies accessoires. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que l'influx électrique il remonte par le centre du cœur, sans être certain que cette remontée, elle se fasse via le nœud auriculo-ventriculaire ou par une voie accessoire qui, elle aussi, serait au centre du cœur, qui serait septale et notamment parahisienne. Et donc, pour faire la différence, moi je vous répète depuis le début de la vidéo que le nœud auriculo-ventriculaire, il a une propriété de conduction spécifique, il est décrémentiel. Donc, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si cette conduction rétrograde, elle se fait de manière décrémentielle ou pas, ce qui indiquerait une remontée par le nœud auriculo-ventriculaire. Et pour savoir si la conduction elle est décrémentielle ou pas, on fait la même chose que ce qu'on a fait pour la conduction antérograde, on essaie de déterminer la période réfractaire effective, mais cette fois-ci pour la conduction rétrograde. Donc du point de vue pratique, ça se passe exactement pareil. On stimule un train de stimulation fixe, ici S1, S1 par exemple à 600 millisecondes, et on délivre des extrastimuli de plus en plus précoces. Par exemple ici, on délivre un extrastimulus à 450 millisecondes et on mesure le temps de conduction entre le ventricule ici et l'oreillette. Donc on choisit un cathéter où on mesure cette conduction. Donc le ventricule d'ici vers par exemple l'oreillette sur le sinus proximal et on voit que ce temps de conduction il est de 186 millisecondes. Et on diminue 10 par 10 comme pour la conduction antérograde. Et je vous passe encore une fois les étapes 10 par 10. Et par exemple pour 400 millisecondes d'extrastimulus, on voit que ce temps de conduction VA, il s'est allongé, il est à 196 millisecondes, et donc cette conduction, elle est effectivement décrémentielle, elle est donc nodale. Et finalement, pour un extrastimulus de 320 millisecondes, ici, où on capture bien le ventricule, on n'a plus de conduction vers les oreillettes. Attention par rapport aux signaux, vous ne trompez pas. On va regarder par exemple sur le train de base, sur le cathé du sinus. Vous voyez que cette activité-là, c'est l'activité ventriculaire, ici, et l'activité qui est après, c'est l'activité atriale, ici, ici. Et pour cet extrastimulus,
là, on a l'activité ventriculaire là, 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 mais plus d'activité atriale derrière, et donc cette activité ventriculaire ne conduit plus vers les oreillettes, donc elle est bloquée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, et donc la période réfractaire effective rétrograde du nœud auriculo-ventriculaire, elle est à 320 millisecondes. Juste une précision, quand on recherche la période réfractaire rétrograde du nœud auriculo-ventriculaire, le S2, on le descend rarement en dessous de 200 millisecondes parce que ça deviendrait à risque arythmogène. Ce S2 deviendrait trop précoce et pourrait tomber sur le pic de long T, ce qui serait arythmogène. On peut également chercher un point de Wenckebach rétrograde sur exactement le même principe que le point de Wenckebach antérograde. Avec tout ça, on peut donc avoir une conclusion complète sur cette exploration. On a donc une conduction antérograde qui est nodale, qui est décrémentielle, avec un AH à 84 millisecondes, un HV de base normal à 41 millisecondes. On a un point de Wenckebach antérograde à 181 par minute, donc il s'agit du point de 2 pour 1 ici. On a une période réfractaire effective antérograde du nœud auriculo-ventriculaire à 330 millisecondes, donc bien du nœud auriculo-ventriculaire, avec une activité atriale qui n'est pas suivie d'une activité ischienne derrière. Et on a également une conduction rétrograde qui est concentrique, qui remonte du centre du cœur vers les côtés, qui est décrémentielle, et avec une période réfractaire effective du nœud auriculo-ventriculaire rétrograde à 320 millisecondes. Donc, avec ça, on arrive à la fin de cette première partie sur l'exploration normale et on passera sur les prochaines vidéos sur les différentes anomalies qu'on peut rencontrer et mettre en évidence. Merci de votre attention.